Ensuite, les raideurs finissent cette trace par un passage dans un chemin empierré, mais sans grande difficulté. Direction le François, nous faisons route sur une ancienne trace. Le but, la réouvrir. Et pour cela, descente à pic et boîte courte. Jacques-Louis n'a aucun mal dans la descente, comme Jean-Luc Oyoen. Mais les difficultés sont en bas. Une rivière ridicule à passer. Mais il a plu, beaucoup plu. Et le terrain est meuble, voire très meuble. Et donc, après le passage des 2 premiers véhicules, l'enfer commence pour les autres. Pour Jean-Luc Oyoen, c'est la galère. Le véhicule est bloqué dans la rivière. Il s'enfonce et il faudra pas moins de 1 heure pour treuiller le véhicule. D'autres, comme le groupe Land Rover, essaient un autre passage. Voilà, et on va dessus. Et là encore, malgré de bons conseils, c'est l'échec le plus total. Le Land Rover n'arrive pas à passer. Le seul moyen, le surélever. Les raideurs essaient toutes les techniques. Il faut aussi construire des ponts de fortune. Ah oui, très chaud. Apparemment, c'est encore très mouillé, très gras. Donc un passage de canal comme ça, si on tombe sur une pierre glaise, automatiquement, on a beaucoup de difficultés. Donc, voilà, un petit peu. Donc on essaye de soulever un petit peu le véhicule pour lui permettre de passer. C'est le bouclier avant qui bloque. Ah ben, le parcours il est très difficile. Et en fait c'est un passage. Et là on est en train de vraiment s'emmerder à passer. Dans chaque difficulté, la solidarité se met à l'œuvre. Les équipes s'organisent. Le but, passer. C'est de là que tu vas pouvoir tirer l'autre. Ouais, bon, je l'atte. 2 feuilles de tôle, par exemple. Autre passage, autre technique d'ailleurs, pour Jean-François Sirba et Laurent Carrière. Le résultat prometteur au départ se finit par un échec et un différentiel arrière à changer. Dommage, c'était bien parti. Tous les autres véhicules trouveront que le câble pour franchir cette difficulté. Nous sommes maintenant au Gros Morne. Après une petite reconnaissance à pied, qui va de soi,
Les véhicules commencent leur descente dans ce qui était autrefois une trace. C'est extraordinaire, on se croit en Amazonie. Très impressionnant. Premier tronçon facile. Mais c'est la dernière partie qui va nous poser quelques problèmes. Une montée infernale avec des croisements de ponts et surtout glissante à souhait. Alors, Floride. À la fin de la journée, là, ça va être dur. Hein. Après un court repérage, Jacques-Louis s'y engage le premier. La cavalerie de son 4 litres est à l'œuvre. Et le véhicule est impressionnant d'efficacité. Mais le résultat n'est pas à la hauteur de l'effort. Et c'est au treuil qu'il finira la trace. La semaine prochaine, nous reviendrons sur cette trace avec notamment la Merco Boucané, avant d'entamer la dernière journée du raid des baroudeurs. Terra, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ne pas oublier notre petite rediffusion. Au sommaire, la semaine prochaine, la 3e et dernière journée du raid des baroudeurs. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Rappelez-vous, fin de journée du second jour du raid. Dernière difficulté, une pente très abrupte et glissante à souhait. Après Jacques-Louis, c'est Jean-Luc Oyoen qui s'y engage vaillamment. Le véhicule peine, mais monte quand même. Puis tout d'un coup, le moteur s'emballe. Sûrement une remontée d'huile. Alors que Jean-Luc part avec les clés dans les mains, le Mercedes fonctionne toujours. C'est assez surprenant. Il est même à plein régime. 30 secondes plus tard, on ne le voit même plus. Cela va durer bien un quart d'heure. Le constat, le moteur s'est emballé. Le véhicule donc ne peut plus bouger puisqu'il est censé ne plus avoir de moteur. La solution est de le treuiller pour le faire sortir de la trace. Opération marquage, mais esprit d'équipe avant tout. Donc l'essentiel c'est de l'en sortir pour pouvoir continuer le raid. Descends, Patrice, descends. C'est André qui mène les opérations en homme d'expérience, dans la pénombre. Mais blague qu'à rouler. André, Oui. on met beaucoup de temps à la sortir la voiture à ton avis? Non, non, non. Une fois qu'on l'aura attaché, ça va aller. On va mettre un petit 20 minutes. C'est quand tu fais pièce d'occasion et puis le total. Là, il va me répondre ça là même. Bémi là, mais voilà, il dit moi, ou t'as dit, ou t'as mettez mon pas, mais mettez mon pas actuellement. Dis-moi un changement, ouais. Bon, Jean-Luc, ça va, attends. Oui, impeccable, bah ouais. Non, sur le coup, ce que je me suis dit, j'ai dit au copilote de sortir rapidement, je dis saute. Oh, lui, je vois qu'il saute et moi j'essaie. J'essaye de sortir, ma portière est coincée sur le talus. Donc dans la foulée, quand il est sorti, j'ai sauté derrière. Puis la fumée monte vite aussi. Oui, après, docteur moteur dit que moteur emballé alors que la clé dans votre main, il faut passer un rapport haut, ouais, une cinquième, une troisième, un truc qui le cale, et puis il faut caler le moteur apparemment. Jojo s'est planqué derrière l'arbre. Hein? Maintenant, je vais là, je viens en train d'assister, voir comment le travail du treuil. On veut tout voir et en même temps on se protège au cas où, on ne sait jamais. L'opération va durer plus de 40 minutes. Encore, Julie, descends encore. Voire plus.
pour finir, c'est avec 2 véhicules, une Jeep 4 litres et un Land 110, que le Mercedes va être retiré de la trace. La surprise, il fonctionne toujours. Ben là oui, je ne comprends pas, la voiture a redémarré alors qu'il y avait de la fumée, je croyais qu'elle allait brûler. Elle est restée emballée pendant 5 minutes à fond au régime, Marie avait enlevé la clé de contact. Tout le monde pensait que les bielles étaient tordues et on l'a remontée. On n'osait même pas la démarrer en bas, on l'a remontée. Quand on arrive en haut, on donne un coup de clé et la voiture elle redémarre, elle n'a rien, elle ne chauffe pas. C'est incroyable, ouais, vraiment. Je crois que c'est un miracle, mais elle avait déjà fait ses preuves. Elle m'a jamais laissé tomber sur la route, donc encore une fois, elle est présente, donc super voiture. Ok, merci. Merci à tous les baroudeurs. Il finira le raid avec le véhicule. Ah, il est où là? Il est où? 3e et dernier jour. C'est à 6 h du matin, dans la fraîcheur du Gros Morne, que les raiders se réveillent pour la dernière journée de randonnée. Et Michel Ndoubal nous fait le point. Le bilan est assez positif de l'ensemble, même si nous avons à déplorer quand même l'attitude de 2 baroudeurs, où justement il a fallu qu'on prenne des mesures. Enfin, toutefois, l'honneur est quand même resté sauf. J'ai apprécié l'attitude de certains baroudeurs qui n'ont pas hésité à aider d'autres équipes. 9h30, l'épreuve du jour. Une côte abrupte à monter en le moins de temps possible, par équipe. Et c'est Thierry et le premier groupe de Santana qui tentent les premiers. La route est une succession d'ornières et de grosses racines, le tout sur un sol humide. Vous êtes arrivé jusqu'au bout? Oui. Oui, on est arrivé jusqu'au bout. En moins de temps que prévu. Ah ouais. Ah bon? Oui, avec le fourchage. Hein. Avec le fourchage. Avec le fourchage des traces. Là. Ouais. Ah bon? On a déchiré les temps là normalement. Et en plus on a perdu du temps. Ouais, on a perdu du temps. Je suis redescendu chercher les mecs qui étaient à pied. Voilà, arrivé en bas, on est triste, on n'a pas réussi, hein. Voilà, j'ai 4 têtes. Le second groupe, composé de Land Rover, exclusivement, monte juste après. Mais un des véhicules n'ayant pas assez dégonflé reste bloqué. Fais tourner! Et c'est au treuil et à la sangle qu'il va se faire remorquer pour une grande. L'esprit d'équipe est indispensable dans le raid.
Malgré leur remorquage, leur temps est meilleur que celui du groupe précédent. C'est à du travers, mon Dieu, du travers. Alors, le passage n'était pas beau? Excuse-moi Jean-François, c'est un nouveau modèle? Mais parce que la voiture chauffe. Comme on savait qu'on allait forcer, pour aérer, pour qu'elle reste le plus fraîche possible, on a enlevé le capot pour la chaleur. Il y a la voie aussi qui chauffe. Ouais, la voie. Ça, c'est... Et 12,25. Pour l'instant, c'est bon. 12,25. Mais comme on s'est arrêté quand même, pour tirer, ça peut être battu. Juste après vient un groupe composé exclusivement de Santana. Et là, problème, car le Land Rover bloqué a fabriqué des ornières trop profondes. Et malgré le formidable courage de l'équipe et toutes les solutions, ils resteront bloqués à la racine, qui est la principale difficulté de la montée. Donc c'est vrai que si les Santana étaient avant, on aurait eu plus d'avantages. Mais là maintenant, bon, c'est fouillé, bon ben, c'est des bouillards à péchette. Ensuite vient le groupe de Thierry Lugeri et son Land V8. Là, c'est la puissance qui parle et les véhicules grimpent en force. Pas de tout, il y a des chevaux sous le capot. Les meilleurs. Ah, jusqu'ici, là, pour aujourd'hui, nous sommes les meilleurs. Hein. Tira, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ne pas oublier notre petite rediffusion de mercredi. Allez, bye bye. Au fond du pays.
Quand il y a une scène... Que nous allons vous présenter la première journée de la croisière verte. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le nord Atlantique, exactement la région de Trinité-Sainte-Marie, Lorrain. Allez, Terra, c'est parti. C'est en cette matinée de samedi 30 que les quelques 95 tout-terrains ont rendez-vous pour le départ de la 12e édition de la croisière verte. Comme de coutume, c'est au garage CCE que pas moins de 250 participants se retrouvent pour le sacro-saint petit déjeuner, bocaille, tinin, souscaille et bien d'autres délices que Martiniquais et Guadeloupéens dégustent avec plaisir. Puis vient le temps des remises des tenues et roadbooks aux équipages avant le grand départ. Une dernière recommandation quant à l'organisation, et c'est enfin parti. Su au nord de la Martinique. Bonne nouvelle, le temps est magnifique, un soleil de circonstance, surtout à bord de ce CJ5 V8 de l'équipage guadeloupéen à yacht. Premier parcours, roulant. Allez, un petit plaisir. Écoutons ce doux murmure du V8. Murmure, c'est une blague. Direction donc Trinité pour le commencement de nos premières traces. Nous passons par Cosmy et sa plage pour filer vers les plantations de Sainte-Marie. Et toujours ce même plaisir qui, chaque année, draine les 95 équipages privilégiés vers les traces de nos campagnes. Nous sommes à Sainte-Marie sur les traces de Saint-James. Et là, surprise, un Bakou est en train de réparer la trace pour les croisiéristes. En effet, l'exploitation avait dû réaliser des tranchées afin d'évacuer l'eau. Car Jojo, en premier passeur éclaireur, avec son wangler, reste, comme dirait-on, planté, et bien profondément. Un seul moyen pour le dégager, la corde. Et là, monsieur a des exigences. Aucun des tout-terrains qui le précèdent ne peut le tirer. Et cela à cause d'un tout petit différent, Yotro Bladjet. Eh bien, il doit avoir ses raisons, que je ne connais pas d'ailleurs. C'est simplement parce qu'il a peur quand je lui arrache son panchon. Pour Jojo, seul Alain, homme neutre, pourra lui rendre ce service. Y a pas à dire, la croisière c'est vraiment parti, aussi fort pour le franchissement que pour la blague. Croisière verte égale blague, bourbier, corde.
Quelques mètres plus loin, c'est à son tour Alain que Jojo va passer à la corde. Oui, enfin, tirer avec la corde. Match nul. Allez, 0-0. Match nul, balle au centre. Eh oui, le 4x4 c'est comme au tennis. On envoie une balle et parfois il faut la renvoyer. Barbie dépannage, Dixit, Robert Heleno et Max Richer passent l'obstacle en douceur, comme Jacques Félixine d'ailleurs. Le V8 de Simon et Alexandre Ayotte, par faute de trop vouloir passer en douceur, se plante malgré la puissance. Il ne s'en sortira que par l'aide d'un autre 4x4. Bon Alexandre, qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu passer trop doucement. Pour les autres croisiéristes, cela se corse à cause des sillons laissés par le V8. Mais certains passent comme ce Santana de Guadeloupe sans aucun problème. Nous continuons notre balade dans les cannes de Sainte-Marie. Et le chemin est plaisant. Le ciel est éclatant. Enfin, le repas de midi. La croisière se passe pour certains, comme Monsieur Yerso, les doigts dans le nez. Enfin, c'est ce qu'il dit, on n'était pas là. Alors comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. J'ai une excellente copilote, ça se passe très très bien Jean-Marc, merci. Bon, vous avez crevé combien de fois? 0. Une fois ce matin, mais c'était avant le départ. Bonjour, tout se passe bien toi? Oui, toi? Oui, on s'est un peu perdu dans la bananerie, mais on s'est lamenté que c'était pas trop grande. Donc on s'est retrouvé quand même assez facilement, en suivant les lignes téléphoniques. Super. Après une brève halte au Marigot, direction le bord de mer et une trace magnifique sous les lianes et dans les ombrages. Et tous les équipages cèdent dans les difficultés. Croisière verte égale aussi solidarité et ambiance. C'est magnifique. Attention au piquant. Au détour de la trace, une plage magnifique. Nous sommes toujours au Marigot et nous fonçons maintenant vers un gué dans les plantations de bananes. La croisière nous en donne plein les yeux. Cette première journée facile est une mise en jambe. Elle était surtout associée à la découverte et à la détente. Ce qui fut une réalité. C'est donc au Carbet, à l'hôtel Marouba, que finira cette première journée de croisière verte.
C'est donc au Carbet, à l'hôtel Marouba, que finira cette première journée de croisière verte. On se retrouve dimanche prochain pour la suite, la deuxième journée de la croisière verte 2004.